Voici la première partie de ce chapitre, cohésion dans la matière. On va s'intéresser dans cette première vidéo aux interactions intramoléculaires. Tout d'abord, le cristal solide ionique. Un cristal solide ionique, c'est un cristal solide formé avec des ions positifs et des ions négatifs puisque la matière doit être neutre. Ici, on a le fluorure de plomb formé avec les ions F- et les ions Pb2+. Pour que la matière soit neutre, il faut qu'on ait autant de charges négatives que de charges positives, ce qui fait que dans notre cristal, on va avoir 2 fois plus d'ions F- que d'ions Pb2+. Qu'est-ce qui fait que ce cristal tient en place? Tout simplement l'attraction entre les charges négatives et les charges positives. Alors vous allez me dire, oui, mais deux charges négatives ou deux charges positives ont aussi tendance à se repousser. Alors pourquoi est-ce que ça tient? Si on regarde une charge négative et une charge positive, on voit que les ions sont en contact, donc très proches l'un de l'autre. La force d'attraction sera beaucoup plus forte que la force de répulsion qu'on peut trouver entre deux ions plomb, par exemple, qui seront beaucoup plus éloignés. Voilà pourquoi le cristal solide, voilà pourquoi on a une cohésion à l'intérieur de ce cristal solide, puisque la force d'attraction est plus importante que la force de répulsion. On va s'intéresser maintenant à la polarité d'une molécule, et tout d'abord à l'électronégativité. Alors qu'est-ce que l'électronégativité? C'est la capacité d'un atome à attirer plus ou moins les électrons vers lui. On prend deux atomes, l'atome 1 et l'atome 2, liés par une liaison. Donc ils ont mis en commun des électrons, et il se forme une liaison entre ces deux atomes. Lorsque tout est normal, les deux atomes attirent de la même façon les électrons se trouvent à peu près au milieu des deux atomes. Il arrive parfois qu'on ait un atome plus électronégatif qu'un autre, c'est-à-dire qui a la capacité d'attirer davantage les électrons vers lui. C'est le cas ici de notre atome jaune, par exemple. Les électrons vont être plus proches de lui que de l'atome bleu. Donc si on regarde notre liaison, formée avec ces deux atomes, on a davantage de charges négatives près de l'atome jaune que près de l'atome bleu. Ce qui fait qu'on va avoir un petit déséquilibre de charge, on va avoir davantage d'électrons sur l'atome jaune que sur l'atome bleu. Il va se créer ce qu'on appelle des charges partielles. Delta, la lettre grecque delta plus pour charge partielle positive, et delta moins pour une charge partielle négative. En fait, il y aura un petit peu plus de charges négatives autour de l'atome 2 qu'autour de l'atome 1. Du coup, par opposition, un petit peu plus de charges positives autour de l'atome 1. Dans ce cas-là, on a une liaison qui est une liaison qu'on appelle polaire. Alors comment on sait quels atomes attirent plus ou moins les électrons? On utilise l'échelle de Pauling. Alors l'échelle de Pauling, l'échelle d'électronégativité de Pauling, elle nous dit que globalement, quand on va de gauche à droite de la classification périodique, on a une électronégativité qui augmente, c'est-à-dire des atomes qui attirent plus les électrons vers eux, et quand on va de bas en haut de la classification périodique, on a aussi une électronégativité qui augmente. Globalement, si on prend un atome en bas à gauche de la classification périodique, il sera moins électronégatif, il va moins attirer les électrons qu'un atome qui sera situé en haut à droite. Avec une petite particularité quand même pour l'hydrogène, qui est très électronégatif par rapport à l'endroit où il est situé sur la classification périodique. On prend l'exemple de la molécule HF, le fluorure d'hydrogène. On voit que le fluor est un atome qui est très électronégatif, qui va donc attirer beaucoup plus les électrons vers lui que l'atome d'hydrogène. Du coup, la molécule, elle sera un petit peu plus négative au niveau du fluor et un petit peu plus positive par opposition au niveau de l'hydrogène. Si on prend le cas d'une molécule en général, pour l'instant on a vu une liaison toute seule, une molécule en général maintenant. On prend par exemple la molécule d'eau formée de son atome d'oxygène et de ses deux atomes d'hydrogène. On a des liaisons polarisées, puisque l'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène, les deux liaisons sont polarisées. Si je prends le centre de symétrie des deux charges delta-, ça me donne une symétrie des charges delta- au niveau de l'atome d'oxygène. Le centre de symétrie des charges delta+ sera situé à peu près entre les deux atomes d'hydrogène. Ce qui me donne ceci. On a donc une molécule qui va être un petit peu plus négative au niveau de l'atome d'oxygène et un petit peu plus positive au niveau du milieu à peu près des deux atomes d'hydrogène. Donc la partie négative de la molécule pourrait attirer davantage des charges positives. A l'inverse, la partie positive de la molécule pourrait attirer davantage des charges négatives. Mais attention, donc la molécule d'eau est ce qu'on appelle un solvant polaire, mais ce n'est pas parce que des liaisons dans la molécule sont polarisées que le solvant est polaire.
Je m'explique, je prends comme exemple la molécule de dioxyde de carbone. La liaison CO est polarisée puisque l'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome de carbone. Le centre de symétrie des charges positives dans la molécule de dioxyde de carbone est situé au niveau de l'atome de carbone. Le centre de symétrie des charges négatives, des charges partielles négatives des atomes d'oxygène est aussi situé au niveau de l'atome de carbone. On a donc les symétries des charges négatives superposées au centre de symétrie des charges positives. Dans ce cas-là, la molécule a beau être composée de liaisons qui sont polaires, elle est apolaire. Les charges s'annulent. On n'aura pas une partie de la molécule plus négative ou plus positive que l'autre. Donc la plupart des solvants polaires se mélangent entre eux et ne se mélangent pas avec les solvants apolaires, et inversement. Il arrive qu'il y ait des petites exceptions. Donc je récapitule, une molécule qui contient des liaisons polaires est polaire si la symétrie des charges partielles négatives et positives ne sont pas superposées. Une molécule est apolaire si ces liaisons ne sont pas ou peu polarisées, ou alors si les liaisons polarisées font que la symétrie des charges positives et négatives sont confondues. Je vous propose maintenant un petit défi. Pour chacune des molécules ci-dessous, il faudra dire si elle est polaire ou apolaire, et évidemment, il faudra justifier. Le dichlorométhane, donc atome central carbone composé relié à 2 atomes de chlore et 2 atomes d'hydrogène. Le cyclohexane, donc molécule cyclique. Le tétrachlorométhane, un atome de carbone central et 4 atomes de chlore autour. Et enfin, l'éthanol.